vais dire pour les pyramides, les vraies pyramides et celles qui ne sont pas vraies à mon sens, elles répondent à une logique qui est évidente. Je l'ai dit dans plusieurs interviews, je l'ai écrit plusieurs fois. On regarde la Chine, l'endroit le plus anciennement habité de Chine, il y a des pyramides et c'est curieusement le milieu de la surface de terre habitable de ce continent. On regarde les Amériques, Amérique du Nord, Mésoamérique, Amérique du Sud, et on voit que c'est le centre, le Yucatan, qui accueille des pyramides, et le Guatemala, c'est-à-dire la zone centrale. On regarde le plateau européano-moyen-oriental africain, pouf, c'est l'Élysée, et donc la moitié de cette surface, voilà, c'est tout. Et il y a 3 grosses zones, le reste c'est accessoire. Voilà. D'accord. Donc les 3 grosses zones, c'est du Et Qatar, si on veut Gizeh et la être... Chine. Voilà. Mais il y avait une pyramide également qui a été attestée plusieurs fois à l'île de Pâques. Voilà. Le christianisme prend ses sources en Égypte et pas ailleurs. Quand on dit judéo-christianisme, c'est de la foutaise. Le judéo-machin, c'est du Talmud. Et le Talmud est totalement opposé aux évangiles. Totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, c'est que comme on ne veut pas traduire le Talmud et que personne ne réclame, parce que personne ne peut réclamer, le résultat, c'est qu'on ne sait pas où se positionner. On se dit, qu'est-ce qui va m'arriver si je parle de ça, on va me traiter d'antisémite. Bah oui, c'est ça la culture maintenant. C'est vrai. Tu dis quelque chose, au lieu de pouvoir vérifier la chose ensemble, si la chose était vraie, on me convaincrait facilement, on me montrerait les choses. Mais non, on ne veut pas te les montrer, on te dit, t'es un pourri, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Hein? Ouais, parce qu'on ne peut pas nous montrer ça, c'est vrai que le Talmud, paraît-il qu'il existe des versions cachées. Non, il y en a etc. deux, celui de Jérusalem, celui de Babylone, qui est le plus... Voilà, et ben écoute, si c'était un sujet à évoquer ici, ce serait bien. Voilà, parce qu'en réalité, on a... Nous, on se fait, par exemple, nous les cathos, les chrétiens, etc., on se fait quand même insulter en permanence par tout le monde, mais surtout par ceux qui promeuvent le Talmud. Mais on ne peut pas critiquer le Talmud puisqu'on n'a pas droit à une... voilà. C'est marrant quand même, parce que tous les gens qui se sont intéressés à l'histoire, quand ils ont lu le Talmud, ils ont changé d'opinion à l'égard de l'histoire. Ça, c'est à noter. Hein. Moi, par exemple, j'ai été pris à partie par Jacques Heilbronn dans une émission tournée chez Baglis, qui a commencé à m'insulter parce qu'il disait que Paul Lecourt, celui qui avait créé l'association que je dirigeais, association culturelle, était un antisémite notoire, une pourriture de raciste, etc. etc. J'ai dit, jusqu'à présent, M. Heilbronn, tout ce que j'ai vu qui pouvait faire passer M. Paul Lecourt pour un antisémite a été extrait du contexte. Donc je ne vois pas pourquoi... Voilà. Oui, mais il avait un livre de chevet, c'était par l'abbé Rowling, qui est un antisémite notoire. Je dis, écoutez, l'abbé Rowling, il n'a fait que réagir à la première lecture qu'il a faite du Talmud. C'est un peu normal, compte tenu des cochonneries épouvantables. Il m'a dit, mais c'est pas vrai, tout ça, les juifs n'ont pas comme ça. J'ai dit, écoutez, ça tombe bien, je l'ai avec moi, vous voulez que je le montre? Il s'est arrêté. Ma femme était témoin. S'il veut dire quelque chose, il n'a qu'à venir débattre avec moi de ces choses-là. Moi, j'ai pas honte. Je dis les choses telles que je les perçois et telles que je les pense. Je suis loyal. Je lui fais pas un procès, je lui dis pas sale juif ou quoi que ce soit. Il n'a pas à parler comme ça. Qu'il n'aime pas l'abbé Rowling, on n'a pas à parler de ça. Moi, je dis Paul Lecourt, il a créé l'association Atlantis parce qu'il voulait rechercher l'Atlantide. Ça n'a rien à voir avec les juifs, je suis désolé. Qu'il ait eu une opinion disant que les juifs n'ont pas d'art, il l'a démontré, il a raison. Ils empruntent à tout le monde. Voilà. Et moi, quand on a fait cette interview, qui était antérieure à celle avec Jacques Heilbronn, c'était toujours avec Jacques Heilbronn, mais antérieure à Baglis, c'était à Vincennes. Et curieusement, la cassette où il me faisait ce même procès, il l'a enlevée. Et voilà ce qui se passait. Il recommençait sur le même sujet. J'ai dit, Jacques Heilbronn, ici, vous avez la chapelle du château de Vincennes. On a la même, pratiquement à l'identique, mais décorée, ça s'appelle la Sainte-Chapelle, à côté du palais de justice. Moi, je vous mets au défi de trouver une synagogue qui soit du même niveau culturel et qui ait son style bien à elle, etc. etc. Bon, ça a arrêté le débat. Voilà, c'est tout. J'ai dit, on appelle art juif, c'est un art qui est constitué de je prends ici, je prends là, je fais mon trou parce que je choque machin, je truc bidule, mais en réalité, il n'y a rien. Je prends un exemple contemporain. On a eu une exposition de Bettina Reims, photographe. Qu'est-ce qu'elle montre? Le Christ la tête en bas, un Christ crucifié avec des seins et un soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma-là? Est-ce que c'est ça, l'art? Non, pas du tout. Ça, c'est de la provocation, c'est attiser des haines qui n'ont pas lieu d'être. Après, on vient se plaindre. Bon, voilà, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans une discussion, ceci dit, sur LRD. Ah ouais, il faut pas parler de ça. Ouh là là, on m'a dit. Non, moi je parle de ce que je dois dire parce que c'est moi que cela concerne.
Maintenant, si on veut me faire une guerre pour l'antisémitisme, je me défendrai. Voilà. Moi, j'ai étudié les choses. Ce que je dis, ça me paraît vrai. Maintenant, on peut les reprendre. Je ne manifeste de haine et d'antipathie pour personne. Okay. Voilà. Bon. Maintenant, comme... D'ailleurs, on me dit, Slash, l'invité, c'est du lourd, il faut qu'il revienne. C'est pas de l'humour, hélas. Non, il dit c'est du lourd, ils aiment bien. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est qu'il faut être clair. Si on veut débattre, on débat ouvertement, voilà. C'est-à-dire, on amène les choses et voilà. Moi, je ne fais pas de procès à machin parce qu'il est juif ou arabe ou machin, qu'on ne vienne pas m'en faire en disant que je suis antisémite, voilà. D'accord. Bon, les choses sont claires, je trouve ça très bien. Et aussi, il remettait en cause l'existence même du temple de Salomon. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Moi, je sais que les Hébreux, en général, et leurs successeurs, ce sont des personnes qui trafiquent l'histoire en permanence, qui s'attribuent des mérites qu'ils n'ont pas, des choses qu'ils auraient faites qu'ils n'ont pas faites, puisque par exemple en Égypte, moi j'ai été confronté plusieurs fois à des groupes qui me disaient « vous n'avez pas à travailler là-dedans, c'est nous qui avons, nos ancêtres qui avons construit les pyramides, ça ne se discute pas ». Bon, ça ne se discute pas, c'est pas la peine en effet. D'accord. Donc ça parce que... C'est des gens qui n'ont pas d'histoire, qui à leur époque de naissance, il y avait 2 grandes zones civilisées et au milieu qui détroussaient les gens qui allaient de l'une à l'autre. C'est le pays à un fleuve et le pays à 2 fleuves. Et entre les deux, il y avait ceux-là qui détroussaient tout le monde. Quand ils ont compris en voyant l'Égypte que c'était merveilleux, la civilisation, que c'était beau, ils se sont dit mais on ne va pas aller en Égypte. On a essayé, on a loupé, c'est les Hyksos et les compagnies. On a essayé d'une autre manière, ça a été l'exil à Babylone, ça a foiré. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pille tout ce que les autres... voilà, puisque c'est leur métier d'origine. Voilà. Donc, ils se mettent en intermédiaire, ils se positionnent en intermédiaire partout. Alors, Salomon, pour moi, c'est un personnage de légende, et le temple et tout cela, c'est c'est une construction pseudo-historique, parce que le temple, le mur d'alimentation, j'allais dire, le mur des lamentations, pardon, qu'on m'excuse, c'est un mur romain. Ça n'a absolument rien à voir avec le temple de Salomon des origines. C'est un mur romain. Et il est facile de le démontrer par la méthodologie, la taille et tout cela. Jean-Pierre Adam pourrait faire la démonstration s'il n'avait pas peur de se faire coincer comme antisémite. Moi, ça va. J'assume. Et simplement, je renvoie à des bouquins qui sont assez connus pour cela, où la démonstration archéologique est celle-ci. On n'a absolument rien retrouvé de certains récits bibliques. C'est normal, puisque ces récits sont purement kabbalistiques. Et voilà. Alors, que pense-t-il de la descendance directe du roi Salomon et de la reine de Saba, Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie? Ouais. Alors, il y a une partie, on connaît les Falachas, qui sont des juifs authentiques, bien qu'ils soient noirs de peau. Je rappelle que, pour les écrits bibliques, il est un récit qui commence comme ça, elle est noire, mais elle est belle. Nous sommes d'accord, ça s'appelle le Cantique des Cantiques. Eh bien, il faut voir que être juif, ça n'a aucun sens. Être judéen, ça en a, mais juif, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui a été inventé en Angleterre dans les années 1870-1880 pour des raisons, politiques. Donc, il faut bien revenir aux sources historiques, géographiques, culturelles, etc. Éthiope, chez les anciens, ça veut dire noir, tout bêtement. De la même manière, Inde. Inde, ça veut dire coloré, sombre. C'est pareil, voilà. Donc les Indiens, quand Colomb, qui est juif, Christophe Colomb est juif, il n'est pas le seul sur les 3 bateaux à aller en Amérique future, eh bien, ils recherchent des choses qu'ils ont notées dans leur tradition. Alors je dirais, attention, la tradition est très probablement juste, mais incomplète. Première chose. Deuxièmement, il faut la comprendre pour vraiment savoir de quoi il est question. Ce n'est pas la Kabbale moderne, celle de Madonna et autres zozoteries comme ça, qui va permettre, c'est la Kabbale vraie, c'est-à-dire la Kabbale des Égyptiens, la Kabbale hébraïque. Elle est faite sur des lettres dites hébraïques qui sont en réalité à l'origine des cunéiformes des Mésopotamiens, avec une méthode de lecture qui émane de la glyptique égyptienne. Donc il faut bien être attentif à cela. De toute façon, toutes ces écritures sont des chiffres en même temps. Et c'est là-dedans que la Kabbale peut peut-être dire des choses. Mais la Kabbale française est au moins aussi performante. Voilà. Donc viendra un moment où ces choses seront
rassemblées, confrontées, mais pas seulement. Elles seront comparées et on verra que chacune a son efficacité, sa nécessité. Mais il ne s'agira pas de dire machin est supérieur à truc ou plus ancien et tout ça, ça n'a pas de sens. Voilà. La réalité, c'est qu'à la base de toutes les langues, il y a la même chose. C'est ce substrat qu'il faut aller chercher. On me dit un rapport avec la théorie Zulu-Lassan sur les premiers Israélites noirs. Ça représente quoi, les premiers Israélites noirs dans l'histoire des hommes? Je sais pas. Pour moi, moi non plus, tiens, allez hop. Christophe Colomb, juif, il est catho? Non, c'est la reine d'Espagne qui avait dit, les juifs, vous partez à telle date, si ça n'est pas le fait, vous serez obligé de vous convertir, il n'a pas souhaité, il s'est barré, voilà. Christophe Colomb. Mais ça commence à se savoir. Hein. Ouais. Surtout, et tu connais pas le livre La Clé d'Iram de Christopher Knight, Robert Lemass, ouais. C'est crédible, ils disent l'Amérique écoute, je ne suis pas bon juge de tout par le fait qu'il y a énormément de livres que je n'ai pas lus. On me dit, qu'est-ce que tu penses du travail de Laurent Glosy et son livre L'Atlantide et les géants? Je connais ce petit bouquin et il y a des bonnes choses et il y a des excès, parce que c'est teinté d'idéologie. Voilà. Mais c'est une étude approfondie, sérieuse, qui mériterait d'être la base d'un travail plus étendu. L'être humain est-il en train d'entrer dans une phase d'élévation spirituelle? Il y a beaucoup de gens qui demandent ça. Il y a dans tous les phénomènes dits évolutifs par le classique des sciences, en réalité deux choses. Il y a des gens qui évoluent et d'autres qui régressent. Actuellement, je pense qu'il y a beaucoup plus de naissances évolutives dans le sens de la perception de l'aspect exceptionnel de la vie spirituelle incarnée, toutes ces choses-là, mais il y a aussi de l'autre côté une chape épouvantable d'un matérialisme odieux qui fait souffrir énormément de monde. Le problème, c'est que comme tout est orienté vers ce matérialisme à très peu de choses près, ces gens-là n'arrivent pas à en sortir. Ils ont peur, par exemple, moi on me traite de gourou de secte. Moi, au contraire, je prône le libre arbitre, le choix personnel, la recherche active de critères solides, valables pour soi-même, etc. Et toutes les personnes qui viennent me voir, je leur dis, mettez-vous au centre de vous-même. Vous avez des difficultés parce que vous n'êtes pas adapté au monde moderne, il ne vous plaît pas et je le comprends. Maintenant, je n'ai pas de modèle à vous offrir, il faut que vous cherchiez le chemin et que vous y teniez jusqu'à ce que vous le trouviez. Quand vous l'aurez trouvé, vous serez libéré, mais ça comporte des risques élevés. Tout le monde n'est pas capable d'être marginal, tout le monde n'est pas capable d'être intégré au système, et c'est là la plus grande souffrance. Mais il y en a de plus en plus, il suffit de lire l'Internet, et on voit que ça se cristallise autour de certains thèmes. Hein. Et alors, voilà, on me dit je ne me lasse pas de vous écouter, merci d'être venu et j'espère qu'on vous reviendrait pour un deuxième opus. C'est vrai, petite question subsidiaire parce que quand même celle-là on me l'a posée plusieurs fois. Tu penses quoi du récentisme? Que ça a besoin d'être solidement étayé. Je pense qu'il y a du vrai dedans, mais comme l'individu qui parlait des Grecs qui n'ont pas existé, je dis, faites bien attention à ce que vous dites, parce que ça, c'est l'histoire événementielle. L'histoire, la vraie, ça s'appelle méta-histoire. C'est l'incarnation des rythmes universels dans l'histoire humaine, spécifique et terrestre. Donc, se méfier. Moi, je vois les années à venir comme un enrichissement, parce que tout le monde va pouvoir échanger sur le vrai, le juste, le bon. Voilà. Par exemple, moi j'ai toujours parlé des droits de l'âme et pas de l'homme, parce que je défends la vie animale, végétale, voire même minérale. Et voilà, c'est tout. C'est un point de vue à l'ancienne, si je puis dire, mais je ne peux pas m'en éloigner. Je ne peux pas défendre l'homme seul. Quand je vois des animaux qui souffrent de la bêtise, de la violence des hommes, ça me révolte. Voilà. D'ailleurs, peut-être c'est la seule raison pour être meurtrier pour moi. C'est vraiment... tu vois jusqu'au... Hein, je ne vais pas baisser ma culotte, mais je dis vraiment les choses. On me parle, parce que vous savez très bien que si vous étiez sur Méta TV soir, et si vous écoutez ce message... C'est qu'il y a une raison. Ouais, c'est parce que vous êtes la résistance. Ciao. Allez, merci beaucoup.